For the winner by unanimous decision and still WBC Super Middleweight Champion of the World, Eric Lupin. You gotta bring those punches up, okay? Bring those punches up. Right on the belt. We need a super right in there. Super right in with speed. And the hook from this hook. Seconds out! Seconds out! Let's go! Romania! Leonard Everything for you now. Okay. Right here, baby! On vous souhaite une bonne et heureuse année, mesdames, messieurs, et au cours des 90 prochaines minutes, nous allons vous présenter la boxe, la revue de la boxe 2002 telle que nous l'avons vue. Et justement, pour cette revue, ça me fait plaisir de vous présenter nos analystes, nul autre que Bernard Barré. Vous le connaissez bien, c'est presque l'enfant légitime maintenant de Yvon Michel. Salut Bernard. Salut Jean-Paul. Ça va bien? Oui, super bien. Passez un joyeux Noël et une bonne année. Mais que c'était bien. Et on vous a donné, naturellement, un cadeau, puisque nous avons aussi avec nous nul autre que le poids lourd, Jean-François Bergeron. Salut Jean-François. Salut Jean-Paul. 5 combats au cours de l'année 2002, 5 victoires, deuxième aspirant à la couronne canadienne des poids lourds, 5e NABA. Wow! Nous allons naturellement parler non seulement avec Jean-François Bergeron, on va vous apporter le combat de l'année sur la scène internationale. On va vous parler du chaos de l'année, de la ronde de l'année et de quelle façon on a vu cette année 2002. Et Bernard, je te pose tout de suite la question, on retient quoi? Ah, ben écoute, Jean-Paul, c'était une année tout à fait extraordinaire pour la boxe québécoise. On a juste à penser qu'on a 2 champions du monde en Éric Lucas et Léonard Dorine. De plus, Arturo Gatti a continué de nous faire honneur en effectuant des combats très spectaculaires. Taron Minette, plus ces 2 combats contre Mickey Ward. Donc, de ce côté-là, ça ne peut pas être mieux. Et si on va maintenant du côté international, on a Lennox Lewis qui a repris sa couronne des lourds, Roy Jones qui continue à dominer chez les mi-lourds, et Oscar De La Hoya, lui, qui a repris sa couronne chez les super moyens, super mi-moyens. Donc, on a quand même de bons modèles de boxe. Au-delà de bons boxeurs, on a de bonnes personnes qui détiennent les bonnes couronnes. Bravo. Et si on demandait la même question, Jean-François Bergeron, en l'an 2002, tu as retenu quoi de la boxe? Est-ce que ce sont tes 5 victoires à toi ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé dans le monde des poids lourds? Bien, d'un poids lourd, ce qui m'a frappé, c'est comme un peu tout le monde, le combat de Tyson Lewis. On attendait ça depuis longtemps. Puis je dirais dans les autres poids aussi, c'est que les vedettes ont décidé de boxer ensemble. On a vu Morales et Barrera, on a vu De La Hoya et Vargas. Donc, c'est bon pour la boxe en général, c'est bon pour le public qui veulent voir des bons combats. OK, bravo. Justement. Et au Canada, naturellement, nous allons vous parler aussi de ce qui s'est passé chez nous parce qu'il y a toujours cette relève qui s'en vient. On a aussi des types, genre Alcine, qui a gagné son championnat canadien, Diaconou, qui a très bien fait en Roumanie et un petit peu partout. Et avant d'aller dans plus de détails, si on vous posait, parce que Bernard, j'espère que tu nous as amené une question facile. Ben oui, on commence l'année. Comme toujours, Jean-Paul. On commence l'année. En quelle année et à quel endroit la boxe professionnelle a-t-elle débuté au Québec? Oui. Chez nous à Sierville. Ah, au Québec. Je pour dire chez nous à Sierville. En 1820 à Québec, 1830 à Montréal, 1840 à Hull, 1850 à Trois-Rivières ou 1860 à Saint-Hyacinthe. Oh.
Alors, si vous le savez, mesdames, messieurs, vous me le direz. Alors, ce que nous allons faire tout de suite, on va faire la pause. Vous pouvez aller chercher ce que vous avez besoin dans le moment, parce que dans quelques instants, nous allons revenir avec les déceptions de l'an 2002. Je suis un agent secret. Vous m'installez tout ça là-dedans. Profitez du plein air en famille, en compagnie de Claudine Douville. Expérimentez le canot, l'équitation et le kayak en compagnie de Claudine. Vous ferez le tour des parcs nationaux du Québec, là où la nature et le grand air sont au rendez-vous, à plein air, sans limite. Respirez l'air pur avec nos animateurs afin de découvrir des endroits fabuleux et de profiter d'une foule d'informations sur les sentiers de quad et de motoneige à Randonnée Québec. Suivez Jean Pagé dans une émission où la faune est roi et maître. Avec Jean, vous ne vous arrêterez pas aux simples conseils techniques, mais vous profiterez de son expérience et de sa passion. Tout ça à Chasse et Pêche sans limite. C'est le temps de prendre des vacances pour découvrir des régions touristiques à fréquenter. Au travers de ce magazine d'information, vous y apprendrez quels sont les coins les plus favorables pour passer d'agréables moments de chasse et de pêche à Vacances Nature. Le vlog plein air, le dimanche matin, seulement à RDS. L'année 2002 nous a permis d'avoir des bonnes et des mauvaises nouvelles. Naturellement, il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées, mais tout de suite, je vais demander à Bernard les déceptions de 2002. On va commencer par les mauvaises nouvelles, voulez-vous? 2002, déception pour toi, ça a été? Plus grosse déception, c'était Kurt Johnson. Kurt Johnson, chez les lourds, le boxeur de Halifax, qui finalement était là, a eu sa chance de se battre pour combat de championnat du monde contre John Ruiz, qui est quand même un champion du monde, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et Johnson a paniqué, a lancé à de nombreuses reprises des coups bas qui ont été réprimandés par l'arbitre pour finalement se faire disqualifier. C'était vraiment décevant parce que le meilleur boxeur sur papier, tout le monde va l'avouer, c'est bien Kurt Johnson. Et sur le ring ce soir-là, Johnson avait fait la démonstration dans certains rounds qu'il était très supérieur à John Ruiz, mais n'a pas été capable de supporter la pression de John Ruiz. Jean-François Bergeron. Toi qui es naturellement chez les poids lourds et qui éventuellement pourrait affronter soit Ruiz ou encore Johnson, c'est quoi qui peut pousser un boxeur à faire ce qui a été fait par Johnson? Bien, je crois que dans le cas de Kurt Johnson, il n'avait pas boxé depuis près de 13 mois. Okay. Il a eu son classement numéro 1, il s'est comme assis, puis s'est dit on va attendre le combat de championnat du monde. Okay. Peut-être qu'il aurait eu besoin d'un combat préparatoire, d'arriver un an après puis de boxer pour un titre mondial. Le plus gros combat de sa carrière, c'est probablement ce qui lui a causé de paniquer un petit peu. Alors donc, comme on peut connaître un peu dans le monde du spectacle ou des artistes ou n'importe quoi, il a choqué. C'est ça que tu veux dire? Ouais, la panique, il a paniqué. Puis si on veut, parce que quand ça fait déjà 2 fois que tu te fais avertir de ne pas frapper bas, c'est impensable de refrapper encore là quand tu sais que tu vas te faire disqualifier. Bravo. Bernard, tu as certainement d'autres choses. Tu as dû garder pour nous un petit cadeau en quelque part. J'ai gardé pour nous, Jean-Paul, le moment peut-être le plus écœurant, et le terme n'est pas trop fort, de notre saison de boxe. Un combat entre James Harlem Hammer Butler et Richard Grant. Et Grant avait remporté une décision unanime. Le combat est terminé. Donc Grant est sûr, n'a pas de protège-dents rendu à ce moment-là. Et les gants sont enlevés. Regardez bien la réaction de James Butler. Toc! Vous avez entendu le coup. La mâchoire est fracturée. Croyez-le ou non, tiens, ce qui est arrivé. Et pour ça, Bernard, est-ce que Butler n'est pas allé en prison? Parce qu'on avait une charge d'assaut. Charge d'assaut, 4 mois de prison, vient seulement de sortir. Un geste carrément imbécile et un mauvais exemple pour tous les sportifs. Au niveau de l'esprit sportif, c'était vraiment dégueulasse. Donc, on a vu un petit peu avant qu'il frappe
de sa position, c'était vraiment un coup prémédité. Il l'attendait, il s'était positionné pour le frapper. Oui, exact. Ça, Et tu as entendu la fracture. Il y a un bruit que vous ne voulez jamais entendre, surtout si vous êtes le boxeur qui a ce bruit-là. Mais 4 mois de prison, je ne sais pas si tu es de mon avis, j'ai trouvé que c'était pas assez. Correct? OK. Ouais. Autre petite note que tu peux lui donner aussi? Il y a une déception au niveau du Québec avec Hercule Kivelos. Kivelos, lui, s'était hissé au premier rang dans les classements du top 10 mondial. Dans presque toutes les associations, était près d'un combat de championnat du monde, avait remporté une victoire le 1er février à Atlantic City contre John Molnar. Et par la suite, il y a eu la friction. C'était déjà commencé avec son gérant et entraîneur Rosenberg. Et là, a été complètement inactif à partir de là. Ce qui fait que là, depuis quelques semaines, on le voit dégringoler tranquillement des classements mondiaux. Et en plus, il a abandonné sa ceinture de champion canadien des mi-moyens. Donc, pour lui, c'est une très mauvaise année. Il aura besoin de revenir et ça rapidement parce que ce n'est pas... il va sombrer dans l'oubli. Et ça, quand on a travaillé aussi fort que lui le fait pour se rendre jusqu'où il était rendu, il ne peut pas se permettre, lui, de dégringoler comme ça. C'est impossible. Il y a beaucoup d'argent qui l'attend. J'aurais voulu te parler du sans-cœur de l'année, lui l'autre que Hector Camacho Jr., mais Tempus Fugit, il faut absolument qu'on fasse une pause. Et au retour, les femmes dans le monde de la boxe. Ce samedi, RDS vous réserve un super samedi soir. Ça commence dès 18h avec le bulletin Sport 30. Ensuite, Chantal Maccabé et Jacques Demers animent l'émission d'avant-match Monsunex. De plus, nos journalistes Luc Gélina et Renaud Lavoie vous offrent des reportages exclusifs. À 19h, soyez des nôtres pour la soirée du hockey, alors que Miroslav Satan et les Sabres de Buffalo affrontent les Canadiens de Montréal. La soirée s'achève avec l'émission d'après-match et Sport 30 qui vous offre la meilleure couverture hockey de la LNH. Qui peut vous offrir un tel samedi soir? RDS. RDS, bien sûr. Le super samedi soir dès 18h seulement à RDS. Une année remplie de performances exceptionnelles. RDS fait le bilan. Les exploits, les gagnants et les perdants sont à l'affiche alors qu'on salue une autre année mémorable. Les revues de l'année 2002 à RDS. Tout est en place pour la venue des Devils du New Jersey au méchant mardi Monsunex. Une expérience télé unique, ainsi qu'une toute nouvelle façon de vivre le hockey pour ceux qui ont les nerfs assez solides. Laissez sortir le méchant ce mardi 19h à RDS. Rien n'arrive à essouffler le bulletin de nouvelles Sport 30. Avec ses 9 bulletins de sport par jour, Sport 30 vous fait vivre toute l'actualité sportive. Matin, midi et soir, Sport 30 est toujours présent pour vous livrer les nouvelles au moment où vous en avez besoin. Avouez que soutenir un tel rythme, c'est du sport. Sport 30. Le seul vrai bulletin de sport. L'année 2002 a permis aussi aux femmes de s'illustrer dans le monde de la boxe. Jean-François, j'ai hâte de voir, mais j'en ai trouvé une de ta taille. Elle mesure 6 pieds 6. Mais auparavant, c'est peut-être pas la meilleure boxeuse, mais disons qu'à 6 pieds 6, aller chercher le nez, c'est pas facile. Non. Mais Bernard, tu nous as réservé quoi, toi? Oui, bien entendu, il y a Leila Ali, la fille du grand Mohamed Ali, qui continue de s'améliorer, elle, qui boxe chez les super moyens, qui a une fiche de 13 victoires, aucune défaite, 10 victoires par KO, 3 victoires cette année en 2002. Vonda Ward, justement, Jean-Paul, que tu parlais, une fille de 6 pieds 6, et puis qui boxe chez les poids lourds. Voici Leila. Ça, c'était contre Valérie Mahfoud, qu'on a fait à la télévision. Mademoiselle Mahfoud avait dit qu'elle était pour fracasser le visage de la belle Leila, qu'on appelle aussi She Be Stingin'. Mademoiselle Ali qui a un très beau style, qui s'améliore de combat en combat. On voit, c'est une bonne boxeuse de talent, qui réfléchit beaucoup.
avait dominé ce round-là effrontément avec beaucoup de coups sur la cible, contrairement à son adversaire qui tentait justement peut-être juste de faire la limite. Mais on peut voir une belle technique, se tient bien. Les gants sont portés haut et tire bien ses bras aussi, se sert de sa portée. Serait-elle le clone de son père, Mohamed? Ah, ça va être difficile, mais quand même, on peut voir que bon sang ne saurait mentir. Et une belle série de coups ici, c'est exactement ce qui se passe. Et même si elle n'a pas beaucoup d'expérience, tente de couper le ring à son adversaire au lieu de la suivre à la trace. Jean-François, ton impression, toi, sur les performances des femmes dans le monde de la boxe? Bien, dans le cas de Leila Ali, elle possède beaucoup de fluidité. On peut vraiment dire que c'est devenu elle la boxeuse la plus populaire en boxe féminine. Combien tu mesures, toi, Jean-François? 6 pieds 5. 6 et 5. En voici une qui est plus grande que toi de 1 pouce. Elle mesure 6 pieds 6. Vanda Ward. Je crois que c'est une ancienne joueuse de basketball dans les collèges américains. C'est maintenant, c'est une bonne athlète, elle a une base d'athlète, donc elle performe quand même bien. Elle a beaucoup de choses à apprendre techniquement. Elle n'est pas très fluide, mais possède le gabarit pour être poids lourd féminin. Il n'y en a pas beaucoup de boxeurs faits comme elle. Je comprends. 6 pieds 6, imaginez. Alors, chez nous, au Québec, on en a une qui s'est illustrée. 6 et 6, vraiment. Ouais. Elle s'appelle Danielle Bouchard. Et oui, Danielle Bouchard, une ex-championne du monde amateur qui était classée numéro 1 chez les amateurs au moment où elle a tourné chez les professionnels. Elle a maintenant 2 combats de fait. Son premier, ça a été au Centre Bell le 6 septembre dernier. C'était un combat très facile. Son adversaire n'était pas de calibre, mais Bouchard peut être considéré comme un bon prospect. C'est quelqu'un qui est sérieux à l'entraînement 5 jours par semaine. Et c'est un beau modèle pour les jeunes boxeuses parce qu'elle a une belle technique et a fait beaucoup de boxe amateur, quelques tournois internationaux aussi d'importance. Donc, on va bâtir alentour de elle au Québec. Il y a eu un combat chez les femmes, j'ai eu énormément de difficultés à comprendre. Et Bernard, si je ne t'ai pas posé la question, je te la pose. Il y a Christy Martin, la coal miner's daughter. Là. En somme, c'est elle qui, pendant un bout de temps, a tenu la boxe féminine sur ses épaules. Mais j'ai pas encore compris de quelle façon elle s'y est prise pour étirer son combat jusqu'à combien de rondes contre Mia St. John. Mia St. John, superbe dans le Playboy, surtout la page du milieu, magnifique. Excepté que dans un ring, c'est pas exactement la même chose, mais t'es belle dans le Playboy. Ah oui, wow. Oui. Bien, c'était intriguant comme combat, mais dans le cas de Christy Martin, n'a peut-être pas tout donné, n'était peut-être pas bien préparé. Des fois, quand c'est trop facile, on dit ne faut jamais surestimer un adversaire ou sous-estimer un adversaire. Et on peut penser que dans le cas de Martin, pensait de se débarrasser rapidement de Mia St. John. Finalement, elle l'a traîné pour aller remporter une décision. Mais d'un autre côté, il faut penser aussi que Christy Martin a beaucoup de millage là, dans le corps. Et ses meilleures années sont en arrière de elle. Mais de notre côté, toutes les boxeuses qui vont suivre vont avoir intérêt, je pense, à toujours à lui dire merci parce qu'elle a ouvert, elle a défoncé des portes pour la boxe féminine. Merci de ton impression. Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire la pause. Et au retour, les nouvelles figures qui pourraient éclater en l'an 2003. Tout est en place pour la venue des Devils du New Jersey au méchant mardi Monsoon X. Une expérience télé unique, ainsi qu'une toute nouvelle façon de vivre le hockey pour ceux qui ont les nerfs assez solides. Laissez sortir le méchant ce mardi 19h à RDS. Avec Sport 30, vous êtes vraiment entre bonnes mains, car tout est inclus au bulletin Sport 30. Des jeux de la semaine à couper le souffle, des images inédites et percutantes, des commentaires qui font réagir et des analyses qui font réfléchir. Aucun autre bulletin de sport n'offre une couverture aussi complète. Sport 30, le seul vrai bulletin de sport.
Profitez du plein air en famille, en compagnie de Claudine Douville. Expérimentez le canot, l'équitation et le kayak en compagnie de Claudine. Vous ferez le tour des parcs nationaux du Québec, là où la nature et le grand air sont au rendez-vous, à plein air, sans limite. Respirez l'air pur avec nos animateurs afin de découvrir des endroits fabuleux et de profiter d'une foule d'informations sur les sentiers de quad et de motoneige à Randonnée Québec. Suivez Jean Pagé dans une émission où la faune est roi et maître. Avec Jean, vous ne vous arrêterez pas aux simples conseils techniques, mais vous profiterez de son expérience et de sa passion. Tout ça à Chasse et Pêche sans limite. C'est le temps de prendre des vacances pour découvrir les régions touristiques à fréquenter. Au travers de ce magazine d'information, vous y apprendrez quels sont les coins les plus favorables pour passer d'agréables moments de chasse et de pêche à Vacances Nature. Le vlog plein air, le dimanche matin, seulement à RDS. Selon un sondage qui a été réalisé par TSN, pour votre information, messieurs, la boxe est maintenant classée au 10e rang des sports les plus populaires en Amérique du Nord, et ça vient juste après les courses de NASCAR. Fait que ça veut dire que ça fait du monde à la messe, hein? Tant mieux. Bernard, c'est un petit peu à cause de toi. Toi aussi. Aïe, aïe, aïe. Alors, je pense que je vous ai déjà présenté Jean-François Bergeron, qui est toujours invaincu dans le monde professionnel. Puis, un petit peu plus tard, on va lui poser des questions concernant un type en particulier chez les poids lourds. Mais pour le moment, les meilleurs prospects de l'an 2002, Bernard, toi qui connais tout, sais tout, vois tout et entends tout, j'aimerais que tu nous parles peut-être les débités là, de la façon que tu veux. On en a des très bons qui s'en viennent parce que les Jeux olympiques de Sydney commencent déjà à être loin. Donc, toutes ces vedettes-là de Sydney ont commencé à faire leur apprentissage et ils sont maintenant prêts de se hisser dans le top 10 mondial. On a juste à penser chez les super légers, Mohamed Kadir Abdoulaev de l'Ouzbékistan, qui lui était surnommé le char d'assaut de l'Ouzbékistan, qui avait démoli ses adversaires aux Jeux olympiques. Lui est rendu déjà avec une dizaine de victoires, aucune défaite. Et on devrait le voir dans des combats significatifs très bientôt. Il y a le tout petit, le poids mouche, Brahim Asloum de la France, qui avait lui aussi remporté la médaille d'or à Sydney et qui lui aussi est invaincu. Rocky Juarez, qui avait remporté la médaille d'argent chez les plumes. Et Ricardo Williams, l'Américain, qui lui avait gagné aussi la médaille d'argent et avait perdu contre Abdoulaev aux Jeux olympiques. Ça, c'est tous des gars qui sont invaincus à venir jusqu'à maintenant, là. Tous des boxeurs invaincus. Jeff Lacey, l'Américain, Jermaine Taylor, Brian Viloria. Donc, c'est tous des boxeurs qui aspirent au plus haut, aux plus hautes étapes, aux plus hautes gloires de la boxe professionnelle, puisque eux, ils ont fait leur classe en boxe olympique et finalement ont eu de bons résultats. Et on sait que la boxe olympique, c'est l'école de la boxe professionnelle. Quand on est bon en boxe olympique, c'est tellement difficile, tellement compliqué. Il y a près de 200 pays qui sont membres de l'association internationale et pour se rendre médaille olympique, ça prend, je pense, des Léonard Dorine. Au niveau canadien, Jean-Paul, pour te parler des meilleurs prospects, on a Joachim Alcine qui, cette année, est allé chercher le championnat canadien et un titre mineur de l'IBA des Amériques. On a Jean-François Bergeron qui, maintenant, avec un bon classement, qu'on peut penser cette année qu'il va se battre pour le championnat canadien des lourds et probablement l'obtenir, ce championnat canadien. On a, bien entendu, l'adversaire éventuel de Jean-François Bergeron, David Defiabong, qui, lui, était le poids lourd aux Jeux olympiques d'Atlanta et Jean-François était le super lourd sur la même équipe. Donc, ces deux-là vont sûrement s'affronter cette année pour le titre canadien. On a aussi Adrian Diaconou, qui maintenant est rendu à 9 victoires, aucune défaite, qui, lui, est tout un bagarreur. Et, l'homme des cavernes, ne l'oublie surtout pas. Oui, on a Patrice Lheureux aussi, qui, après un titre de champion amateur canadien, donne beaucoup d'actions et est rendu avec une fiche de 7 victoires, aucune défaite. Et à chaque combat, compense pour son manque d'habilité ou son manque de talent par un cœur et un désir, une volonté exceptionnelle et aussi une bonne forme physique. Et à chaque fois, on ne se trompe pas avec lui, il donne toujours beaucoup d'actions et totalement offensive.
Voilà. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est un de ceux chez nous qui a donné le meilleur spectacle au niveau de la boxe. Et parlant de spectacle, toi, je sais que soudainement, tu es devenu une sorte de coqueluche dans le bout de Las Vegas, la Sodome et Gomorrhe de l'Amérique du Nord. Et il y a un type en particulier que j'aimerais que tu nous parles, parce que je pense que tu le connais, c'est Audley Harrison. Ça, c'est le type qui a gagné une médaille d'or, c'était aux Jeux de Sydney. Et je sais que tu le connais assez bien, merci, oui. Bien, c'est un boxeur poids lourd. Comme moi, il est gaucher. Il mesure 6 pieds 6, pèse près de 250 livres. A gagné la médaille d'or aux Jeux de Sydney. Il est professionnel depuis ce temps-là. Il a pris un petit peu de temps avant de passer professionnel. Il y a quelques combats. Il a été critiqué beaucoup pour le choix de ses adversaires. La lenteur qu'il prend avant de progresser, parce que c'est tout de même un gars qui a 32-33 ans. Mais c'est un boxeur qui a une belle vitesse, qui cogne dur. Puis qu'on va voir de plus en plus aux États-Unis, puis on va être présenté de plus en plus à la télévision américaine et canadienne. Bon, alors maintenant, vous avez la version de Jean-François Bergeron. Nous allons donc faire notre pause et au retour, nous allons vous présenter notre sélection de nos combats de l'année. Comment peut-on faire des formes géométriques de la taille d'un terrain de football? Pour qu'ils n'arrivent plus à lire dans nos pensées. Des centaines de signes sont apparus dans des champs dans le monde entier. Les forces terrestres sont à présent en état d'alerte. Les Crétins avaient raison. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? J'espère au moins qu'ils sont mieux équipés que nous. On n'a même pas nos casques. N'aie pas peur. Un week-end bien rempli à RDS. Samedi en après-midi, suivez le championnat national d'aérobie. En soirée, suivez l'avant-match et par la suite, les Sabres rendent visite aux Canadiens de Montréal. Dimanche, levez-vous du bon pied avec l'appel de la nature et le bloc plein air. Suivez 2 matchs des éliminatoires de la NFL en après-midi. Découvrez une autre facette du grand boxeur Mohamed Ali d'hier à aujourd'hui. Et le bulletin Sport 30 vous fait voir les meilleures images des nouvelles du jour. Tout ça à RDS. Bienvenue à Enjeu. Suivez Paul Buisson dans ses nouvelles aventures. Découvrez ce que vous avez toujours voulu savoir sur les dessous du hockey sans jamais oser le demander. Hors-jeu, seulement à RDS. Oh. Oh. Oh, le monde ici, c'est toujours un peu... Oh oui, moi je trouve vraiment que c'est comme ça que ça se... Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Bon, ben là, c'est peut-être le temps de partir les arguments. Le combat de l'année. Je pense pas qu'on ait tellement de troubles avec le combat de l'année sur la scène internationale. Mais si vous le voulez bien, on va commencer tout d'abord par les Canadiens qui se sont illustrés, d'autres qui ont connu un petit peu plus de difficultés. Bernard, veux-tu y aller? Il n'y a pas eu beaucoup de combats entre Canadiens qui ont été vraiment significatifs. Il y en a un qui était quand même important, c'est Billy the Kid Owen qui a battu Chad Brisson, donc le vieux loup contre le jeune loup, et il l'a battu par décision majoritaire. Donc, Brisson a juste passé près. Owen qui est champion canadien des légers. Un autre combat qui a été aussi toute une surprise, c'est Steve Molitor chez les Plumes, qui lui, chez les Supercoques, qui a passé le KO à Scott Olson au 5e round. On s'attendait à ce que Molitor puisse battre Olson, un Olson vieillissant, mais de là à l'arrêter, c'était quand même une grande surprise. Et Molitor, par la suite, lui, a été chercher le championnat du Commonwealth en Angleterre. Donc, c'est un boxeur qui devrait apparaître dans les classements mondiaux dans la prochaine année. Et on peut aussi donner une mention honorable. Il y avait un combat qui a eu lieu à Montréal entre Alain Bonamy et Alex Hilton. On ne s'attendait pas à beaucoup de ce combat, mais le combat était très équilibré jusqu'au 7e round, au moment où Bonamy a tranché et remporté la victoire, réussi à arrêter Alex Hilton, qui a lui aussi beaucoup de véhicules. Là. Il commence à être moins vigoureux pas mal.
Et voilà. Bon. Maintenant, c'est le temps d'aller faire un petit tour sur la scène internationale. Et naturellement, si vous avez suivi la boxe, nous allons peut-être commencer par celui que, peut-être que vous jugez que c'est le numéro 1, mais pas nous autres. On va commencer avec le Golden Boy, Oscar de la Hoya et Fernando Mad Dog Vargas. C'était tout un combat. Si tu te rappelles bien, Jean-Paul, à chaque round, soit De La Hoya l'emportait et le round suivant, on s'échangeait les rounds dans la première partie du combat. Mais à un moment donné, De La Hoya, la crème est remontée à la surface et De La Hoya a démontré qu'il était un meilleur boxeur, un meilleur styliste et aussi une meilleure préparation. Et finalement, Vargas n'était plus capable de suivre le rythme et les coups de massue de La Hoya. Et Vargas a démontré aussi une mâchoire assez fragile, une mâchoire qui était devenue suspecte après, lors de ce combat contre Félix Trinidad. Et ça s'en vient. Je pense qu'on peut tout de suite enchaîner, si vous le voulez bien. On vous en remontrera un peu d'autres un petit peu plus tard. Mais on a aussi le premier combat qui a été organisé entre Léonard Dorin et Raoul Balbi. Vous allez voir que là aussi, l'action, regardez le visage de Dorin. Ça, c'était au mois de janvier, le 5 janvier plus précisément. Et ça, c'était toute une guerre. Balbi qui avait dominé la première partie du combat. On était même jusqu'à un certain point inquiet de Dorin. Dorin était le visage tuméfié. Mais Dorin est revenu fort dans la deuxième partie du combat et pour finalement remporter la victoire, son premier titre mondial. Et ça a bien parti l'année pour la boxe québécoise et la boxe roumaine, parce que là-bas, automatiquement, Léonard Dorin était déjà une grande vedette, mais est devenu un héros là-bas en devenant le premier boxeur roumain à emporter un titre majeur. En décembre, une nouvelle avait été lancée, un canular, si on veut, à l'effet que Dorin avait l'intention de prendre sa retraite, ce qui est totalement faux. Et d'ailleurs, on doit le revoir quand? On devrait le revoir, c'est ça. Et au mois de mars, il devrait être de retour sur le ring contre Miguel Callis, le Panaméen, qui, lui, est le premier aspirant à sa couronne, un aspirant obligatoire. Et voilà. Alors, si vous le voulez, on va revenir avec Dorin, mais pour le moment, j'aimerais avoir l'opinion d'un poids lourd lui-même. Regardez, ça, c'est Lennox Lewis. On a séparé, imaginez, regardez bien là, ça, c'est avant le combat, on a séparé le ring en deux. Alors, c'est vive Mike Tyson libre. Regardez comment est-ce que c'était organisé. Jean-François Bergeron. C'est un combat qui était attendu entre l'ancien champion poids lourd incontesté, Mike Tyson, et le nouveau champion incontesté, Lennox Lewis. On se demandait surtout, est-ce qu'il va avoir un combat? On se souvient de la conférence de presse où Tyson a un peu perdu la tête et il s'est ensuivi d'une bataille, un peu une mêlée à tous les gens présents. Puis ils ont été obligés, comme tu as dit, de séparer les deux boxeurs. Puis ça a été, je pense, le combat le plus gros de l'histoire, le plus payant de l'histoire. Par contre, le combat comme tel était un petit peu à sens unique, où est-ce que Lennox Lewis a dominé Mike Tyson pratiquement du début à la fin. Naturellement, mesdames et messieurs, il faut toujours comprendre une chose. Là, vous pouvez vous demander comment ça se fait qu'on ne vous présente pas le KO, comment ça s'est fini. C'est pas exactement le temps de vous le présenter parce qu'un petit peu plus tard dans l'émission, nous aurons ce qu'on appelle les KO de l'année. Et là, je pense que vous allez être servi à soi. Mais ça nous amène au combat de l'année. Vous avez le choix. Il y a eu Gatti Ward 1, Gatti Ward 2. Alors, tout de suite, on va y aller avec le Gatti Ward 1, la décision qui va être rendue. Regardez. Tout un combat, un 9e round difficile pour Arturo Gatti qui a fait pencher la balance en faveur de Mickey Ward. On avait le Thunder italien contre le Irish Ward et deux têtes dures. Et ça a été un combat là, rempli d'action du début jusqu'à la fin. 9e round. Oh, regardez bien. Et ça... Alors... On vous montrera pas tout de suite, parce qu'on a, dans les KO de l'année, on veut vous laisser... comment est-ce qu'on dirait ça? Languir un peu? Oui. Hein? Bien, ça sera pas le KO de l'année, Jean-Paul. Ça va être le round le plus spectaculaire de l'année et de loin. Croyez-le. Alors, comme vous voyez, ça a été Gatti qui revient encore une fois en surface et... A majority decision. Judge Frank Lombardi scores the bout 94, a draw.
Judge Richard Flaherty scores it 94-93. Judge Steve Weisfeld sees it 95-93. All to the winner by majority decision, Irish Mickey Ward. Et faut que je vous dise, mesdames, messieurs, que quand on a annoncé le verdict final, on a tous sauté sur notre chaise parce que nous pensions tous à ce moment-là que réellement Arturo Gatti avait bel et bien remporté la victoire. Maintenant, on revient avec Arturo Gatti, Mickey Ward 2 et Gatti qui s'amène avec la casquette des Port Authority du New Jersey. Et là, ça se passait à Atlantic City sur le boardwalk, M. Barré. Et oui, dans le patelin d'Arturo Gatti. Ouais. Et la vengeance sera douce au cœur de l'Italien Jean-Paul. Une meilleure préparation d'Arturo Gatti, qui lui est un meilleur boxeur que Mickey Ward. Et un Gatti, son meilleur combat en carrière, était là du début jusqu'à la fin, a dominé totalement un Ward et complètement déboussolé, qui a passé près de se faire arrêter en début de combat au 3e round. Mais Ward, encore une fois, qui est revenu, qui a prouvé hors de tout doute qu'il était réellement un vrai Irlandais. Écoute, qu'on le veuille ou non, ça voudrait dire ça que si jamais il devait être combat de l'année, et je pense bien que ça devrait être le combat de l'année, Gatti. Parce qu'il y en aurait un autre, il y aurait peut-être celui de Oscar de la Hoya, Vargas. Toi, comme poids lourd, je suppose, est-ce que tu penses que Lennox Lewis devrait emporter la victoire sur Non, je crois pas. Gatti, non, le combat Gatti-Ward, le premier, est vraiment le combat le plus spectaculaire qu'on a eu cette année, puis probablement le plus spectaculaire de la décennie qu'on a eu aussi. C'était vraiment incroyable. Ces deux boxeurs-là avaient le désir de vaincre, puis ils ne voulaient pas laisser un pouce à l'autre. C'est rare qu'on a deux boxeurs comme ça qui s'en donnent... Alors, pour votre information, on a vu le père Tyson, Mike de son petit nom, arriver en lion et sortir en mouton de ce ring. Bon, maintenant, il reste que vous n'avez pas vu de quelle façon ça s'est terminé, tous ces combats-là. Nous allons faire notre pause, on va vous laisser prendre votre souffle et on revient tout de suite après avec la façon dont ça s'est déroulé. Un week-end bien rempli à RDS. Samedi en après-midi, suivez le championnat national d'aérobie. En soirée, suivez l'avant-match et par la suite, les sabres rendent visite aux Canadiens de Montréal. Dimanche, levez-vous du bon pied avec l'appel de la nature et le bloc plein air. Suivez 2 matchs des éliminatoires de la NFL en après-midi. Découvrez une autre facette du grand boxeur Mohamed Ali d'hier à aujourd'hui. Et le bulletin Sport 30 vous fait voir les meilleures images des nouvelles du jour. Tout ça à RDS. Tout est en place pour la venue des Devils du New Jersey au méchant mardi Monsoon X. Une expérience télé unique, ainsi qu'une toute nouvelle façon de vivre le hockey pour ceux qui ont les nerfs assez solides. Laissez sortir le méchant ce mardi 10 novembre à RDS. Rien n'arrive à essouffler le bulletin de nouvelles Sport 30. Avec ses 9 bulletins de sport par jour, Sport 30 vous fait vivre toute l'actualité sportive. Matin, midi et soir, Sport 30 est toujours présent pour vous livrer les nouvelles au moment où vous en avez besoin. Avouez que soutenir un tel rythme, c'est du sport. Sport 30. Le seul vrai bulletin de sport. Suivez l'action de vos Canadiens alors que jeudi soir, ils se retrouvent au Centre Bell pour affronter les Rangers. Rangers canadiens, jeudi 19h30 à RDS. Un scoop arrive, vous voulez tout savoir. Soyez les premiers informés grâce au service code rouge du club VIP. Recevez la dernière primeur directement par courriel en un temps record. Abonnez-vous au club VIP du RDS.ca. Arturo
C'est maintenant le temps de vous présenter la ronde de l'année. On va commencer par la 9e reprise du combat Ward-Gatti. Tiens. Arturo Gatti qui avait beaucoup ralenti à la fin du 8e et on pouvait présager que ça se passerait mal comme fin de combat. D'ailleurs, dans son coin, on était inquiet. On lui parlait beaucoup plus du temps qu'il restait, soit 6 minutes, qu'on lui donnait des conseils pour s'en sortir. Et Ward le savait, le sentait que son rival était ralenti, était affaibli. Et là, c'est des coups au corps. On sait que Ward, son meilleur coup, c'est le crochet, la main avant au corps. Il a envoyé Gatti au tapis. Gatti qui a pris la peine de mettre un genou au tapis pour récupérer. Et même là, on était inquiet à savoir s'il pourrait se relever. Mais c'est Gatti. Ça semblait lui faire très, très mal. Mais vous allez comprendre pourquoi Gatti est acclamé tellement aux États-Unis, ici au Canada et n'importe où il passe, et pourquoi il vaut autant d'argent. Regardez bien. Et l'arbitre est très patient avec un boxeur comme Gatti parce que, tel un phénix, il renaît de ses cendres très souvent. Il a fait ça souvent dans sa carrière. Et là, quand il reprend son attaque habituellement, il ne lâche pas. Donc, il récupère très rapidement. Il a cette faculté-là d'être capable de récupérer et de revenir. Et là, Ward se dit, ben là, le vent tourne de côté. Ça s'appelle D, accent aigu, F-E-N-S-I-F-E. Défensive, il n'y en a pas. Mais Gatti semble nous impressionner à chaque fois. Comme tu as dit, il revient un peu à chaque fois. Puis à chaque fois, on se dit non, il ne pourra pas le faire encore, il ne pourra pas. Mais là, après, quand on l'a vu au plancher, il semblait tellement fini. On s'attendait à ce que le combat finisse. Ward était sur lui, le martelait des deux mains. Mais il est quand même revenu, puis c'est lui qui finit en force. Force de caractère incroyable. Et là, Ward a tourné gaucher pour tenter de ralentir les ardeurs de Gatti. Et là, n'a pas le choix. Lui, le Ward est coincé dans le coin et Gatti s'en donne à cœur joie. Mais regardez bien Ward, qui lui aussi en a vu d'autres durant sa carrière, va faire en sorte de tourner le combat à son avantage. Et là, on a une petite indication. Gatti s'est accroché au câble pour ralentir l'action parce qu'il était fatigué. Et là, le vent tourne encore une fois. Chacun son tour. C'est à mon tour, c'est à ton tour. Voici. Et là, on voit que Ward coupé à l'œil droit. Et là, c'est lui qui reprend l'initiative. Et Gatti, tellement épuisé qu'il n'est pas capable de relever ses mains, à tout le moins pour protéger son visage. Et là, les esquives sont beaucoup trop lentes et perd son adversaire de vue, ce qu'il ne faut jamais faire en boxe, bien entendu. Donc, Gatti, on pouvait s'imaginer qu'il ne terminerait peut-être même pas le round à ce moment-là. Il y a un journaliste en particulier qui a dit que ce 9e engagement avait été le round de la décennie. Et même, il y en a d'autres qui ont dit non, la ronde du centenaire. Ouais. Mais je dois vous dire que c'était un round incroyable, explosif, où deux athlètes professionnels ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Imaginez. Ce qui est impressionnant, c'est qu'après ce round difficile d'Arturo Gatti, il est revenu pour gagner le 10e round facilement après. Incroyable, hein? Alors, nous avions pensé que Gatti avait remporté la victoire, mais il y a eu un point qui a été enlevé à un certain moment pour un coup bas. Et regardez le nombre de coups puissants sur la cible. 42 par Gatti, 60 par Ward, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et là, on peut mettre en doute la défensive de ces deux athlètes parce qu'ils ont bloqué beaucoup de coups, mais surtout avec leur visage et leur abdomen, là, comme c'est là, ont été des cibles faciles. Je crois qu'ils ont laissé la défensive au vestiaire quand ils sont allés sur le ring. Incroyable. En tout cas, si c'est pas le round de l'année, ça, moi, j'ai de la difficulté. Tiens, encore une fois. Mais il ne faut pas oublier non plus, il y a eu un 2e combat. Et là, on parle même d'un 3e combat entre les deux pugilistes. Alors, maintenant que vous avez vu de quelle façon ça s'est déroulé dans le premier combat, le 9e engagement, on va regarder de quelle façon ça s'est fait dans le 3e engagement, cette fois-ci, tout à l'avantage de Arturo Gatti. Un Gatti mieux préparé, qui s'est déplacé latéralement tout le combat, s'est donné des angles et une main droite qui faisait qui passait continuellement par-dessus la garde de Ward.
Gatti qui est mobile, hein? Oui, on peut remarquer comment Gatti est un boxeur instinctif. Il regarde ce qui se passe, bouge bien, fait des feintes, de la provocation, crée des ouvertures. Ward, lui, c'est un bagarreur, un boxeur mécanique. Il y a un type qui s'appelle Buddy McGirt qui est en train de faire un nouveau boxeur avec lui. Oui, et là, la main arrière solide à la tempe de Ward. Et là, les jambes de Ward sont venues très près de le lâcher. Mais l'Irlandais n'avait pas dit son dernier mot. Non, sa tête voulait, mais regardez ses jambes. Ses jambes ont été molles pour le restant du round. Et là, Gatti, lui, le sentait, la possibilité d'arrêter Ward. Incroyable. Top of the morning to you, Mr. Ward. Ward utilisait ses bras très bien en défensive pour essayer de bloquer les charges d'Arturo, qui lui, tout ce qu'il voulait, c'est le descendre au plus vite pour en finir rapidement. Deux vrais pros, quand tu vois ça à l'œuvre, Jean-François, tu ne peux pas faire autrement quand tu es un amateur de boxe de dire ce sont deux phénomènes. Tiens, et Ward qui fait de la provocation, frappe-moi, regarde la main droite de Gatti, solide. Et encore là, les jambes de Ward sont chancelantes. Tout le round, ses jambes auront été chancelantes. Et Gatti n'aura pas été capable de l'achever. Alors, imaginez qu'après le combat, les deux ont été obligés de visiter l'hôpital. Dans le cas de Gatti, une fracture de la main, je pense fracturée à 3 endroits. Et dans le cas de Ward, lui, ça a été une blessure au biceps, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Gatti a regardé l'arbitre en lui disant « Est-ce que je le frappe encore? » Et l'arbitre lui a laissé aller. Ouais. Et Ward est revenu avec quelques bons coups. Donc, encore une fois, un round des plus excitants. Peut-être le deuxième meilleur round de l'année sur la scène internationale. Et ce sont encore les deux mêmes adversaires. Et ce qu'on doit retenir, c'est que ce n'était pas un combat pour un championnat. Là. Imaginez, on a dit c'est pour le championnat du peuple. Et avec raison. Ah oui, ah oui. Ces deux boxeurs-là, eux, auront connu une carrière où ils auront tout donné, ont compris ce que le public veut. Le public veut... Hey, Arturo Gatti, avant son deuxième combat, avait 5 victoires, 5 défaites. Et pour ce combat, il avait encore une bourse millionnaire. Et je suis certain que dans le prochain, ce sera encore plus élevé. Il avait, à ce moment-là, je pense, gagné le 1,4 million ou quelque chose de semblable, il me semble, en tout cas. Alors, c'est un petit peu les rounds tels qu'on les a vus. On en a vu des centaines, pour ne pas dire des milliers, parce qu'on a présenté près de 70 combats de boxe à RDS au cours de l'émission. Pas des combats, des émissions, des galas. Ça veut dire que c'est multiplié par au moins 2 et peut-être 3 à l'occasion, et 4 même, parce que quand tu as des gros poids lourds comme Jean-François Bergeron, ça se couche de bonne heure, tu sais. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a un autre combat qui pourrait, ou une autre ronde de boxe qui pourrait venir peut-être tâcher ces deux rondes de Gatti? Ça va être difficile. Je ne pense pas vraiment. On parle de bons combats, de bons rounds de boxe. On a juste à penser à Vargas et Delia. Il y a eu un round là-dedans en début de combat qui a été très difficile pour Delia, tellement qu'on a tous eu peur à un moment donné que Delia se retrouve au tapis et peut-être même se fasse arrêter. Dès le premier round. Parce que Vargas était plus gros, semblait plus solide, mais Delia a la faculté, à cause de son talent, d'être capable de s'ajuster et de retourner la vapeur. Et bien entendu, c'est difficile d'égaler ou de chercher des rounds qui ont l'intensité de Ward et Gatti, parce que finalement, c'est comme si on aurait mis ces deux boxeurs-là dans un baril de poudre et qu'on aurait allumé le baril. Messieurs, je tiens à vous dire une chose, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai décrit les deux rondes de boxe, j'avais des chaleurs, j'avais tout ce que vous voudrez, puis pour votre information, je viens d'y revoir. On prendrait facilement un troisième combat entre Définitivement qu'il y en aura un, naturellement, quand les deux seront guéris complètement. Je pense que Gatti, dans son cas, ça va assez bien. Dans le cas de Ward aussi. Donc, normalement, ça devrait être aux alentours du mois de mars, peut-être, avril? Peut-être mai ou juin, plutôt, auront besoin de plus de temps. De toute façon, on sait que dans le cas de Ward, ça sera probablement son dernier combat, à moins d'une victoire, parce que Ward est en fin de carrière. Et les deux, je pense que quand on a des bourses millionnaires comme ça, on est moins pressé de revenir. On peut prendre un peu plus notre temps pour récupérer. Puis Ward n'a même pas laissé son emploi. Je pense qu'il travaille pour la voirie dans la Nouvelle-Angleterre, en quelque part. Il travaille sur les routes. Imaginez, lui qui fait 1 million passé à chaque fois qu'il combat. Bon,
Nous allons faire la pause parce qu'il faut se rafraîchir quelque peu. Et puis, au retour, nous allons vous montrer c'est quoi la boxe? Les KO de l'année. Tenez-vous bien. Si vous voyez encore plus de gens que d'habitude chez Moore ces jours-ci, c'est parce que nous offrons en ce moment nos soldes de fin d'année. Ce qui veut dire que vous trouverez des complets à partir de 130 $, des vestons sport à 100 $, ainsi que des chandails, des chaussures et des vêtements d'extérieur à des prix défiant toute concurrence. Après tout, si être bien habillé contribue à souligner l'allure d'un homme, faire des économies contribue à souligner son intelligence. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Moores. Bienvenue à Enjeu. Suivez Paul Buisson dans ses nouvelles aventures. Découvrez ce que vous avez toujours voulu savoir sur les dessous du hockey sans jamais oser le demander. Hors-jeu, seulement à RDS. Avec Sport 30, vous êtes vraiment entre bonnes mains, car tout est inclus au bulletin Sport 30. Des jeux de la semaine à couper le souffle, des images inédites et percutantes, des commentaires qui font réagir et des analyses qui font réfléchir. Aucun autre bulletin de sport n'offre une couverture aussi complète. Sport 30, le seul vrai bulletin de sport. Un week-end bien rempli à RDS. Samedi en après-midi, suivez le championnat national d'aérobie. En soirée, suivez l'avant-match et par la suite, les Sabres rendent visite aux Canadiens de Montréal. Dimanche, levez-vous du bon pied avec l'appel de la nature et le bloc plein air. Suivez 2 matchs des éliminatoires de la NFL en après-midi. Découvrez une autre facette du grand boxeur Mohamed Ali d'hier à aujourd'hui. Et le bulletin Sport 30 vous fait voir les meilleures images des nouvelles du jour. Tout ça à RDS. On a quelques KO à vous présenter. Vous savez que le KO, c'est presque toujours le rêve. Comment presque toujours? Pas presque toujours, toujours le rêve du boxeur. Toi, Jean-François, quand tu embarques sur le ring, dans ta tête, est-ce que tu te dis, lui, il tombe au plus vite? Est-ce que c'est ça, ça fonctionne comme ça? Ben, moi, mon style, c'est de boxer. Puis je sais qu'en boxant, éventuellement, le coup va venir. Je pense que quand tu essaies trop le KO en partant, à moins que tu t'appelles Mike Tyson des bonnes années, ça peut te jouer des tours des fois. Bon, ben là, on ne te jouera pas de tour. On va t'amener quelqu'un. C'est Arturo Gatti contre Taron Millett. Tu les connais tous les deux. Veux-tu voir de quelle façon ça s'est terminé? Voici. Arturo Gatti qui ne pouvait pas se permettre d'échapper ce combat-là, un combat à HBO. C'était la relance de sa carrière et Millett n'était pas de calibre. Gatti trop fort, trop puissant, transfert de poids sur la mâchoire et Millett a visité le tapis à quelques reprises. Il n'était pas capable d'esquiver les coups. On peut voir Gatti était trop rapide, revenait par en dessous, sur le côté, une belle variété de coups et Millett a essuyé le tapis avec ses culottes à plusieurs reprises. Et voilà. Vous voyez Gatti dans ce combat se servir de son intelligence, du ring, de pas seulement foncer sur son adversaire, mais d'utiliser les qualités qu'il possède comme boxeur. Je crois qu'il a fait écartiller les yeux à beaucoup de gens. Vous savez, on a souvent parlé de Lennox Lewis, naturellement le meilleur boxeur livre pour livre au niveau, même en compétition avec Roy Jones et ainsi de suite. Mais on disait toujours, ouais, ben il n'a pas affronté Mike Tyson. Alors finalement, ce qui devait arriver arriva. Mike Tyson se présenta sur le ring et finalement, Lennox Lewis était là. Et regardez bien de quelle façon ça s'est terminé. Vous allez vous apercevoir que... Et un gros, bon boxeur va toujours battre un bon petit boxeur. Et la différence était énorme. Lewis qui a gardé son adversaire à distance tout le combat et après ça, réussi à placer des bons coups sur la cible. Tyson, à chaque fois qu'il entrait, était puni par les coups puissants de Lewis qui, finalement, pour lui, c'était juste une question de temps avant qu'il envoie Tyson au tapis.
Et regardez encore une fois la belle variété de coups de Lennox Lewis. Un boxeur d'expérience qui a gagné partout où il a passé. Alors, naturellement, la victoire est allée du côté de Lennox Lewis. Jean-François, tu veux ajouter? Bien, Lewis a démontré tout son arsenal. À partir, je pense, du 3e round, c'était devenu un petit peu un champ de pratique pour lui. Tout ce qu'il envoyait frappait Tyson. Tyson a quand même démontré, malgré qu'il s'est fait passer le KO, une bonne mâchoire parce que il a reçu énormément de coups et des coups en puissance. Il faut dire que quand le combat a commencé, il a tout tenté. Il n'était pas plus talentueux qu'il nous a présenté. Il a lancé des coups, même à un certain moment. Est-ce que c'est avec toi ou avec Yvon je l'ai fait? Avec moi. Avec toi? Moi, à part ça, écoutez, on a travaillé quasiment toute l'année ensemble. Il a lancé, je me rappelle pas si c'est une droite ou une... Tu sais, on a fait juste... Wow! Ouais. Ça, c'est le Mike Tyson qu'on a connu, mais il n'a jamais été capable d'en coller deux, un après l'autre. Il a voulu frapper un grand coup de circuit, mais c'est difficile d'atteindre un boxeur comme Lennox Lewis qui a une grande portée et qui s'en sert très bien. Donc, pour Tyson, à chaque fois qu'il tentait de passer sous les grands bras de Lewis, se faisait atteindre solidement. Ouais. Et on sait qu'un jab, ne serait-ce qu'un jab de Lennox Lewis, ça vaut beaucoup de main droite de certains poids lourds. Croyez-le. Maintenant, on parle naturellement de Mike Tyson qui doit revenir. On sait que dans le cas de Lewis, il va affronter Vitaly Klitschko en 2003. Et dans le cas de Mike Tyson, il doit affronter, c'est Clifford Etienne, je pense, Etienne, ouais. Au début. Bon, on verra bien parce que j'ai l'impression que Mike Tyson, mon opinion, c'est qu'il est rendu au bout du rouleau. Jean-François? Bien, je crois qu'il peut battre encore beaucoup de poids lourds, mais de là à battre les meilleurs, ça reste à voir. Ça dépend s'il est prêt à se dédier encore à l'entraînement comme il l'a fait avant. À son âge, c'est peut-être pas aussi évident que... 5 et 11, des poids lourds de 5 et 11 dans le moment, il n'y en a pas trop. Il y a naturellement David Tua, mais vous avez vu ce que Lennox Lewis a fait avec David Tua. On va vous en présenter un, par exemple, qui est devenu maintenant mi-lourd et qui boxe et qu'il est en... Regardez bien comment est-ce que ça va. Roy Jones et Glenn Kelly. Roy Jones ici qui met ses mains derrière son dos et finalement a trompé son adversaire, trompé son attention pour le frapper avec cette marière. Mais Roy Jones est un génie du ring, domine complètement la boxe depuis les Jeux olympiques de Séoul. Et là, on le voit, cette année, on l'a peut-être vu pour la dernière fois dans cette division de poids, puisqu'il affrontera John Ruiz au mois de mars chez les poids lourds. Et ça, c'est beaucoup de poids. Un saut pour un boxeur qui boxe chez les 175 livres, d'aller affronter des poids lourds de 230 livres, 240 livres, ça va être pas mal plus compliqué pour Roy Jones. C'est jamais arrivé, je pense, en tout cas dans l'ère moderne. Naturellement, si on veut remonter tu vas remonter jusqu'à quelle année? 1820, toi? Oui, mais non, mais de notre côté, Roy Jones a fait le ménage, lui, partout, depuis qu'il est chez les professionnels. Tous les aspirants, il les a tous battus, sauf Michalczewski. Mais Michalczewski, tout le monde le savait que ce n'est pas le même calibre que Roy Jones. Donc, ça donne des défis maintenant beaucoup plus grands. Bon, ben si vous ne l'avez pas vu, là, parce que c'est arrivé tellement vite, on va vous le remontrer au ralenti. Mais de grâce, M. Jones, en l'an 2003, arrêtez de chanter du rap. Vous n'êtes pas chanteur. Vous êtes boxeur, mais pas chanteur. Est-ce qu'il m'a compris, tu penses? Il ne faudrait pas qu'il me comprenne. Il ne comprend pas français, lui. Un autre tour de magie de Roy Jones, crochet de la main arrière, tromper la vigilance de son adversaire et regardez, transfert de poids, esquive, transfert le poids, crochet de la main arrière sur la mâchoire. Et c'est peut-être le seul boxeur qui est capable d'agir de cette façon. Et ça, c'est arrivé régulièrement durant toute sa carrière. Et très intelligent. Bon, alors, si vous le voulez bien, on va aller maintenant à une annonce de Valium ou de Librium ou de Ativan, appelez ça comme vous voudrez, parce que nous allons vous montrer le gros David Tua versus Michael Moorer. Tenez-vous bien. On va vous montrer le combat au complet. Tua qui agit comme un char d'assaut, lui gaucher contre droitier, va placer son pied avant à l'extérieur et veut surtout garder son adversaire le long des câbles. Et Moorer a paru surpris de la vitesse dont le combat a débuté. Et là, voyez-vous le crochet à la tempe qui a fait beaucoup de dégâts. Ton appréciation de David Tua, Jean-François Bergeron? C'est un très, très lourd cogneur. Un gars qui a une mâchoire d'acier, probablement la meilleure mâchoire en boxe professionnelle.
pour ce combat-là, je questionne un petit peu le clan Moorer d'avoir pris un gars comme David Tua, qui on sait va foncer toujours. Et Moorer n'est pas un gars qui se déplace, qui est très mobile. Donc, sa première erreur, il est allé se mettre dans les câbles en partant. Puis ça ne pardonne pas contre un gars contre Tua. Surtout quand tu as une mâchoire comme Michael Moorer. On dirait qu'il semble s'être fait tirer tellement il a l'air parti. En tout cas, il a l'air d'avoir une entorse au genou gauche, croyez-le. Mais il reste une chose, que ce même David Tua, ça c'est bien beau. Michael Moorer, c'est tout de même pas un géant. Mais si on se souvient de David Tua, quand on l'a vu contre Lennox Lewis, qui est à peu près de ta grandeur à toi, ça n'a pas été la même chose. Il a joué avec comme un chat joue avec une souris. Ça leur ressemblait beaucoup au combat avec Mike Tyson. On sait, c'est des petits gabarits. Et pour eux, Lennox Lewis représente un géant. Écoute, Lennox Lewis, c'est 6 pieds 5, c'est 245, 250 livres. Et pour s'approcher de lui, il faut en payer le prix. Et justement, Tua a goûté à la médecine de Lewis en début de combat. Et il s'est contenté par la suite de dire, bon, ben, je vais pas trop l'achaler, qu'il m'arrive pas malheur. Vu que je suis reconnu, comme Jean-François le disait, pour avoir une bonne mâchoire. Et je suis pas pour rentrer dans les coups de Lewis, parce que là, elle peut être plus fragile un peu, fragiliser la mâchoire. Donc, Tua s'est contenté de perdre une décision. On va faire une pause, encore une fois, mesdames et messieurs, histoire de se reposer pendant quelques minutes. Et puis, ensuite, nous allons vous amener à Bucarest, en Roumanie. Tenez-vous bien. Profitez du plein air en famille, en compagnie de Claudine Douville. Expérimentez le canot, l'équitation et le kayak en compagnie de Claudine. Vous ferez le tour des parcs nationaux du Québec, là où la nature et le grand air sont au rendez-vous, à plein air, sans limite. Respirez l'air pur avec nos animateurs afin de découvrir des endroits fabuleux et de profiter d'une foule d'informations sur des sentiers de quad et de motoneige à Randonnée Québec. Suivez Jean Pagé dans une émission où la faune est roi et maître. Avec Jean, vous ne vous arrêterez pas aux simples conseils techniques, mais vous profiterez de son expérience et de sa passion. Tout ça à Chasse et Pêche sans limite. C'est le temps de prendre des vacances pour découvrir les régions touristiques à fréquenter. Au travers de ce magazine d'information, vous y apprendrez quels sont les coins les plus favorables pour passer d'agréables moments de chasse et de pêche à Vacances Nature. Le vlog plein air, le dimanche matin, seulement à RDS. Un week-end bien rempli à RDS. Samedi en après-midi, suivez le championnat national d'aérobie. En soirée, suivez l'avant-match et par la suite, les Sabres rendent visite aux Canadiens de Montréal. Dimanche, levez-vous du bon pied avec l'appel de la nature et le bloc plein air. Suivez 2 matchs des éliminatoires de la NFL en après-midi. Découvrez une autre facette du grand boxeur Mohamed Ali d'hier à aujourd'hui. Et le bulletin Sport 30 vous fait voir les meilleures images des nouvelles du jour. Tout ça à RDS. Certes, nous allons profiter de notre revue de l'année pour parler des nôtres. Et tout de suite, si on vous amenait en Roumanie, c'est à Bucarest. Et c'est Léonard Dorin qui affronte lui l'autre que Raoul Balbi. Et la ceinture, naturellement. On a vu avec le drapeau, dès le départ, c'était Francis Vastag, l'ancien champion du monde amateur, qui a été toute une vedette de la boxe olympique là-bas en Roumanie, aussi au niveau international. Et voici Léonard Dorin. Jean-Paul, Léonard Dorin avait tellement de pression pour ce combat. C'était vraiment la performance que tout le peuple attendait. On l'a suivi pendant 3 semaines là-bas sur place. Et je t'assure que de toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de pression, de bien performer. Et jamais j'oublierai ces moments-là. Et Dorin a livré la marchandise.
Léonard est vraiment la vedette en Roumanie. C'est la personne la plus populaire qu'on a vue. Hein? Il n'y a pas une personne qui ne le connaissait pas. Tout le monde venait nous voir. On avait des chandails avec sa photo. Les gens venaient nous voir, nous offraient de l'argent pour acheter nos chandails quand on sait que c'est des gens relativement pauvres. Donc, c'est impressionnant. C'est quelque chose à vivre d'assez impressionnant. Est-ce que tu le vois, toi aussi, à l'entraînement, pendant que tu t'entraînes, des fois, tu vois un peu de comment est-ce qu'il travaille à l'occasion? Oui, on s'entraîne régulièrement ensemble. Paraît qu'il est fort comme un petit taureau. Oui, en musculation, c'est impressionnant de le voir aller. Quand il fait beaucoup de musculation, il vient massif pratiquement comme un culturiste. Puis il lève des charges que jamais on croirait une personne de sa taille, de sa grandeur est capable de lever. J'ai hâte de voir jusqu'où on va l'amener, lui, en 2003, parce qu'il faut vous dire que l'année 2002, bien, ça a été son année. Il a très bien travaillé et je pense qu'on peut peut-être vous montrer quelque peu ce qui s'est passé contre Raoul Balbi. Balbi qui, dans le premier combat, c'était assez chaud. Oui, c'était très serré. Dorin avait remporté la victoire, mais ça avait été vraiment contesté. Mais en Roumanie, c'était une domination totale de Dorin qui a continué à marcher sur Balbi. Ça a commencé au début du combat, n'a jamais cessé. A été toujours dans le visage de Balbi. Il a martelé des deux mains, encouragé par une foule partisane. Stéphane Larouche avait préparé un excellent plan de match pour ce combat que Léo a suivi à la lettre. Puis c'est ce qui a fait que le combat était si facile. Pas facile, il faut s'entendre stratégiquement. Physiquement, on peut voir Léo à la fin s'écrouler. Il était déshydraté. Puis comme Bernard en parlait plus tôt, il y a eu énormément de pression. Alors, dans le cas de Dorin, Bernard, qu'est-ce qu'on a dans sa boule de cristal pour lui? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Dorin, il veut régler rapidement le cas de Miguel Callis, qui est l'aspirant obligatoire de la WBA. Lui, il vise plutôt un combat d'unification de titre contre Floyd Mayweather à la WBC, ou même une unification de titre avec Paul Spadafora à l'IBF. Mais plus que ça, il y a toujours la possibilité éventuellement qu'il fasse le saut chez les super légers pour affronter Arturo Gatti. Wow. Ici, à Montréal, ça serait un combat qui serait très facile à vendre. Avec ce genre de boxeur, ça serait comme une répétition de Ward Gatti. Ouais. Et on peut penser quand même que ça se ferait cette année, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Léonard Dorin a 32 ans. Chez les poids légers, c'est plus vieux que chez les poids lourds comme Jean-François. On vieillit plus rapidement chez les poids légers. Et aussi, Léonard Dorin, ça fait 18 ans qu'il est dans les gymnases. Ça a été pendant des années sur la scène internationale avec l'équipe olympique roumaine, 2 médailles aux Jeux olympiques, un championnat du monde amateur. Donc, on ne faut pas s'attendre à ce que Léonard Dorin ait une carrière qui l'amène jusqu'à 40 ans. Il faut oublier ça. Il reste seulement 2-3 ans. Pour lui, il faut que ça soit productif monétairement. Il y a un type, il faut absolument qu'on en parle et qu'on en parle longtemps. Il s'appelle Éric Lucas. On sait qu'il est en très bonne santé. Il a repris l'entraînement peut-être pas intensif, mais voici, dans la dernière minute de son combat contre, c'est lui l'autre que? Vinny Pazienza de Tasmanian Devil. Pazienza qui a compris très rapidement dans le combat que Lucas était trop grand, trop fort, trop puissant pour lui, et il a retraité énormément à partir du 2e round, 3e round. S'est contenté de boxer comme un styliste et a laissé presque tous les rounds à Éric Lucas, qui ici a quelques bons moments à la fin du combat. Pazienza s'est contenté finalement de faire une décision avec Lucas. Mais ça a donné la chance à Éric de se faire connaître par les Américains. À ce moment-là, ça n'a pas été la performance de sa vie, mais il a eu la chance de se reprendre un peu plus tard dans l'année contre Omar Chica. Est-ce qu'il a un bon menton, M. Lucas? Vous l'avez vu, c'est que Pazienza a lancé peut-être son meilleur coup du combat, le crochet qu'il vient de lancer dans cette dernière minute. Et puis, on a vu Lucas ne même pas bouger ni reculer. Il a continué son attaque, sa contre-attaque, devrais-je dire, comme si rien ne s'était passé. Éric Lucas, c'est une des meilleures mâchoires de l'histoire de la boxe canadienne et très difficile à ébranler. J'ai eu l'occasion de connaître Éric Lucas à ses débuts, au moment où il pesait seulement 75-80
80 livres. Et je me rappelle pas de l'avoir vu ébranler en gymnase. On se rappelle de l'avoir vu aller au tapis contre Tiozo. Ouais. On se rappelle aussi de l'avoir vu faiblir en fin de combat lors du premier combat contre Glenn Catley. Mais là, il était épuisé et surtout blessé. Mais Lucas a une mâchoire exceptionnelle et je pense que Jean-François pourrait en témoigner puisqu'il met les gants régulièrement avec Éric. Oui, bien, j'ai moins présentement, mais dans le passé, j'ai mis les gants souvent avec lui. Puis c'était impossible. Tu peux pas ébranler Éric Lucas. Il est toujours là, il est solide. Chaque coup, tu le frappes et tu as l'impression que ça n'y a rien fait. Puis il s'en sert bien, mais surtout, il a une excellente défensive aussi. C'est beau sa mâchoire. C'est là pour t'aider quand il y a un coup qui passe. Mais la défensive permet aussi de ne pas se faire frapper beaucoup. C'est une des grandes forces d'Éric Lucas. Bravo. Aimeriez-vous le voir, messieurs, dans son autre combat qu'il a livré contre le Palestinien Omar Chika, un autre Américain bien en vue aux États-Unis. C'était au Centre Bell et... Ça avait été tout un combat, ça aussi? Oui, on se rappelle qu'Omar Chika s'était débarrassé rapidement de Stéphane Ouellet l'année précédente, au 2e round à Las Vegas. Et pour les gens, beaucoup avaient peur que Chika soit trop fort physiquement, trop puissant pour Éric Lucas. Mais écoute, Éric Lucas, c'est le champion du monde. Et pour lui, il n'y avait pas de problème. La stratégie qui avait été préparée par Stéphane Larouche, l'entraîneur-chef, et toute l'équipe d'entraîneurs, bien entourée, Yvon Michel qui est sur le ring. Éric est embarqué là, très confiant. Il est soudainement devenu la coqueluche. Ça s'est fait lentement, mais sûrement. Mais maintenant, les gens lui vouent un respect incroyable. On l'a vu au match du Canadien, on l'a vu à la radio, on l'a vu à la télévision. On l'a entendu plutôt à la radio et vu à la télévision. Mais je dois vous dire qu'il est devenu, en somme, ce qu'on avait toujours prévu, ceux qui le connaissaient. On savait qu'Éric Lucas, un jour, ce serait son tour. Et je peux vous dire que c'est pas fini. Parce que dans sa boule de cristal, lui, là, tu nous présentes quoi? Il a repris l'entraînement? Oui, il a repris l'entraînement, bien entendu. Il doit aller affronter Marcus Bayer le 22 mars en Allemagne. Okay. Et ce qui est de particulier avec Éric Lucas, il était quand même limité au point de vue talent en début de carrière, mais n'a jamais cessé de s'améliorer. C'est à chaque entraînement qu'il a fait, a toujours trouvé le moyen de sortir de là meilleur, plus fort, plus puissant, plus rapide. Et ce qui nous a donné maintenant un magnifique champion. Et surtout, comme Jean-François en a parlé tout à l'heure, on a parlé de la mâchoire, mais sa défensive est exceptionnelle puisqu'il roule continuellement avec les coups et c'est difficile pour ses adversaires de l'ébranler. Et là, naturellement, on revient avec... il s'en va en Allemagne. Le combat va avoir lieu en Allemagne. Je demeure convaincu qu'il est capable de battre Bayer. Bayer, c'est un excellent boxeur, mais qui commence tout de même. Il est rendu à quel âge, Bayer? Bon, il a le début de la trentaine. Il a le même âge qu'Éric, finalement. Ce sont des styles quand même assez différents, puisque Bayer est boxeur gaucher. C'est un petit peu un os qu'on a actuellement, puisqu'Éric Lucas, dans toute sa carrière, a affronté seulement un boxeur gaucher. Et on sait que Bayer, lui, pendant toute sa carrière, bien entendu, a affronté continuellement des boxeurs droitiers. Donc, c'est une question d'ajustement. Mais l'équipe d'Interbox s'est assurée d'aller chercher les meilleurs boxeurs sur la scène internationale qui ressemble le plus à Marcus Bayer pour être en mesure de donner tous les rounds d'entraînement possibles à Éric Lucas pour qu'il soit capable d'apporter des ajustements et d'être prêt dès le début du combat. Bravo! Nous allons faire la pause, mesdames, messieurs, et au retour, nous allons donner les honneurs à nos... comment on appellera ça? Nos boxeurs de l'année, nos élus de l'année. Et sur ce, Éric Lucas qui se fait fêter par son peuple. Pour le golf à son meilleur, c'est le parcours Gara de León à Playa Conchal au Costa Rica, créé par Robert Trent Jones II dans la tradition classique. Ce parcours vous offre un défi de champion. Demeurez au magnifique Paradisus Playa Conchal. Quelle plage, quelle piscine, 11 restaurants et bars, là où le luxe rencontre l'aventure, où le paradis s'appelle la mer. Envolez-vous avec American Airlines. Seul American vous offre autant d'espace en classe économique. Avec American Airlines, vous voyagez avec classe. Tout est en place pour la venue des Devils du New Jersey au méchant mardi Monsoon X.
Une expérience télé unique, ainsi qu'une toute nouvelle façon de vivre le hockey, pour ceux qui ont les nerfs assez solides. Laissez sortir le méchant ce mardi 10 novembre à RDS. Bienvenue à Enjeu. Suivez Paul Buisson dans ses nouvelles aventures. Découvrez ce que vous avez toujours voulu savoir sur les dessous du hockey sans jamais oser le demander. Hors-jeu, seulement à RDS. Un week-end bien rempli à RDS. Samedi en après-midi, suivez le championnat national d'aérobie. En soirée, suivez l'avant-match et par la suite, les sabres rendent visite aux Canadiens de Montréal. Dimanche, levez-vous du bon pied avec l'appel de la nature et le bloc plein air. Suivez 2 matchs des éliminatoires de la NFL en après-midi. Découvrez une autre facette du grand boxeur Mohamed Ali d'hier à aujourd'hui. Et le bulletin Sport 30 vous fait voir les meilleures images des nouvelles du jour. Tout ça à RDS. Avant de vous donner notre choix concernant le boxeur de l'année, je suis certain que dans le moment, vous êtes en train de préparer le vôtre. D'ailleurs, nous allons vous dresser une liste éventuellement et à partir de là, vous pourrez donner votre choix. Mais il y a eu des surprises en 2002 et notamment, il y en a une qui m'a assommé absolument. C'était en juillet. Il venait de subir la défaite contre Bernard Hopkins et soudainement, on a entendu Tito Trinidad dire « No mas, no mas, no mas ». C'est fini. Je pensais même pas que c'était pour... J'ai dit... Et le lendemain, il va changer d'idée. Oui, mais c'était malheureux parce que Tito Trinidad est encore jeune, a seulement 29 ans. Donc, les gens y croient plus ou moins, ils se disent que peut-être une année sabbatique, 2 années sabbatiques et qu'il va revenir. On sait que c'était une étoile, un super-héros à Porto Rico et qui peut être tenté parce que c'est un athlète tout à fait exceptionnel. Mais lui aussi a beaucoup de boxe en arrière de lui, hein, a commencé à boxer, il avait à peine 10 ans et a passé sa vie dans un gymnase. C'est peut-être un peu tanné tout ça. Et la défaite contre Bernard Hopkins lui a fait très mal. On sait que Hopkins l'a pas juste battu, l'a démoli, s'est servi de son physique imposant pour le dominer physiquement. Et ça l'a sûrement créé le doute dans la confiance de Félix Trinidad qui veut maintenant passer à autre chose. Dans l'autre surprise de l'année, c'était 2 autres surprises, pas une, 2. Il y a un dénommé Shane Mosley qui, lui, s'est fait passer toute une surprise par un dénommé Vernon Forrest. Est-ce possible? Ouais. J'en revenais pas. On dit, Jean-Paul, des fois, on va rencontrer notre homme, mais on sait que Vernon Forrest semble avoir le numéro de Shane Mosley. Vernon Forrest l'avait battu aux qualifications olympiques en 1992 pour aller représenter les États-Unis aux Jeux olympiques de Barcelone. Et on avait dit, bien là, avec le développement des 2 boxeurs, Mosley est un boxeur livre pour livre, parmi livre pour livre les meilleurs. Et le combat, Forrest ne sera pas de calibre. D'ailleurs, les cotes étaient en faveur de Mosley. C'était presque à sens unique. Mais Forrest, dès son arrivée sur le ring, est arrivé confiant. Avait l'air du gars qui se disait « Je t'ai battu une fois, je vais te battre 2 fois ». Ça paraissait dans son visage. Et dès que le combat a commencé, Forrest s'est montré l'agresseur et a dominé Mosley tellement qu'au 2e round, il l'a envoyé au tapis et a passé près de l'arrêter. Et lors de la revanche au mois de juillet, ça a été une répétition, une domination moins grande. Mosley s'est ajusté, mais Forrest, c'était une 3e victoire consécutive, assez pour décourager Shane Mosley. Et voilà. Mais maintenant, il y a aussi une note sombre, parce qu'il faut le dire, quand vous avez un grand champion qui se retire au moment où il est invaincu, ça laisse toujours une trace. Vous savez, surtout quand on a suivi la boxe comme nous autres, et je suis certain parce que c'est un de tes favoris. Il s'appelle Ricardo Lopez, qui a quitté le monde de la boxe. Ricardo Lopez, qui a été champion du monde depuis 1990 chez les pailles et chez les mi-mouches, termine avec une fiche de 51 victoires, aucune défaite, un seul combat nul, 38 victoires par KO. C'est un phénomène, un peu comme tu l'as dit, c'était le Roberto Durand des petites divisions de poids. Et ce Lopez s'en va directement au panthéon de la renommée.
C'est vraiment, là, c'était quelqu'un qui a marqué son époque, a défendu, a boxé dans des combats de championnat du monde à 26 reprises, 25 victoires, un combat nul. Était fort physiquement, intelligent, une belle technique et on va le manquer. Et c'est le 4e dans l'histoire à se retirer champion après Jimmy Barry, Jack McAuliffe et le grand Rocky Marciano. Vous l'avez dit qu'il l'aimait, hein, Ricardo Lopez? Mais vous avez l'exemple maintenant. L'entraîneur de l'année, qui est-ce que c'est? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, Buddy McGirt, Emmanuel Stewart, Peter Cole ou Ronnie Shields? Allons-y avec le choix de Bernard. Dans le cas de Buddy McGirt, s'est révélé pendant toute l'année avec le travail qu'il a fait avec Arturo Gatti. C'est un travail tout à fait exceptionnel qu'il a fait avec Gatti parce que Gatti, on sait, le talent, il l'avait déjà, il l'a toujours eu, mais lui, c'était difficile pour lui de garder cette concentration. Et McGirt semble avoir ce pouvoir de garder Arturo Gatti concentré. Et Ronnie Shields, ben, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est l'entraîneur de Vernon Forrest. Dans le cas de Cole, lui, n'est pas entraîneur, mais supervise la carrière des frères Klitschko. Et il ne faut pas oublier... J'en ai un autre. Oui, moi aussi, j'en ai un autre. Stéphane Larouche, bien entendu. Un petit gars de chez nous, un petit gars de Jonquière, qui a fait ses classes en boxe olympique et maintenant, chez les professionnels, c'était long. A travaillé beaucoup avec Yvon Michel, avec Ebbe Purven. Et là, maintenant, est peut-être le meilleur entraîneur au Canada, produit 2 champions du monde. Et ce gars-là est au gymnase à 7 h le matin, quitte souvent très tard le soir et a les résultats qu'il mérite. Donc, c'est devenu un modèle pour tous nos jeunes entraîneurs. Jean-François Bergeron, j'aimerais que tu ajoutes, toi qui le connais depuis déjà passablement d'années maintenant. Bien, je connais bien Stéphane, c'est mon entraîneur personnel. C'est quelqu'un qui porte beaucoup d'attention aux détails, très, très minutieux. C'est ce qui fait que quand on voit un Eric Lucas s'en aller boxer contre un Machika, que tout est préparé de A à Z. La stratégie est toujours très, très bonne et bien appliquée aussi. Donc, Stéphane, c'est un très bon entraîneur, puis on lui souhaite encore beaucoup de succès. On lui souhaite un 3e champion. Qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera ce champion-là. Nul autre que Jean-François Bergeron. Tout peut arriver sur cette basse terre. Faut croire. Alors, ce que nous allons faire, mesdames et messieurs, nous allons vous quitter pour un instant, histoire de faire une pause, mais nous allons vous laisser les noms de ceux que nous pensons qui pourraient être en liste pour le boxeur de l'année. Vernon Forrest, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Oscar de la Hoya, Lennox Lewis et Acelino Fritas. Faites votre choix et on part au retour de la pause. C'est pas tout le monde qui connaît nos services. Bureau en groupe de l'aide technique. Diagnostic, configuration, réparation d'ordinateur. Je sais pas si ça n'a pas marché. Oh, aidez-moi, je sais plus quoi faire. Je pensais essayer de l'installer moi-même, mais ça n'a pas marché. Puis là, je sais pas si je peux pas. Mon rapport, je sais pas si... Y a pas de problème, monsieur. Vous allez brancher en oriental. Prenez un petit café. Déjà fait? Oui, c'est prêt. Wow. Les services techniques de Bureau en gros. Yann arrive à essouffler le bulletin de nouvelles Sport 30. Avec ses 9 bulletins de sport par jour, Sport 30 vous fait vivre toute l'actualité sportive. Matin, midi et soir, Sport 30 est toujours présent pour vous livrer les nouvelles au moment où vous en avez besoin. Avouez que soutenir un tel rythme, c'est du sport. Sport 30. Le seul vrai bulletin de sport. Profitez du plein air en famille, en compagnie de Claudine Douville. Expérimentez le canot, l'équitation et le kayak en compagnie de Claudine. Vous ferez le tour des parcs nationaux du Québec, là où la nature et le grand air sont au rendez-vous, à plein air, sans limite. Respirez l'air pur avec nos animateurs afin de découvrir des endroits fabuleux et de profiter d'une foule d'informations sur les sentiers de quad et de motoneige à Randonnée Québec. Suivez Jean Pagé dans une émission où la faune est roi et maître. Avec Jean, vous ne vous arrêterez pas au simple conseil technique, mais vous profiterez de son expérience et de sa passion. Tout ça à chasse et pêche sans limite. C'est le temps de prendre des vacances pour découvrir les régions touristiques à fréquenter. Au travers de ce magazine d'information, vous y apprendrez quels sont les coins les plus favorables pour passer d'agréables moments de chasse et de pêche à vacances nature. Le plein air.
dimanche matin, seulement à RDS. C'est maintenant le temps de vous donner la réponse à notre question. Bernard, allez-y. En quelle année et à quel endroit la boxe professionnelle a-t-elle débuté au Québec? Et là, on avait le choix de réponse. Et finalement, la réponse, c'est en 1820 à Québec. Et ça, la source, c'est le livre « La conquête du sport » où on a toutes les origines des sports au Québec. C'est certain que c'est pas une bataille qu'il y a eu dans un club ou dans une brasserie. C'est le temps de passer maintenant à notre boxeur de l'année. Est-ce que c'est Vernon Forrest, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Oscar de la Hoya, Lennox Lewis, à Celino Freitas, qui a tout de même unifié les titres léger junior avec une décision sur Joël Casamayor. Ensuite, une autre victoire sur Daniel Atta. Lennox Lewis, peut-être? Non, moi, je pense que Vernon Forrest, ce qu'on voit ici contre Shane Mosley, on sait qu'il a battu Mosley 2 fois en 2002. Et ça, c'était pas... Même le deuxième combat, il n'était pas considéré comme favori, mais a réussi à trouver la façon de tromper Mosley, de résoudre les problèmes causés par Mosley. Et on sait que Mosley, c'est un boxeur de talent, un boxeur spectaculaire, un boxeur rapide. Mais les grands bras de Forrest ont toujours continué à le garder très loin. Donc, Forrest a gardé le contrôle du combat en tout temps. Alors, Shane Mosley, est-ce qu'on le reverra en l'an 2003? Je pense que oui, mais contre qui? Oui, il y a déjà un combat de prévu contre Oscar de la Hoya, une revanche. On sait qu'il avait battu de la Hoya. Donc, ça va être intéressant de voir si de la Hoya, qui est un boxeur intelligent, très intelligent, regardez la façon que Forrest se sera pris et va sûrement utiliser la même stratégie pour dominer Shane Mosley, pour surtout l'empêcher de se servir excessivement de sa rapidité. Il faut naturellement parler des lourds. Naturellement, il y a des gens qui vont dire que la victoire de Lennox Lewis sur Mike Tyson lui a valu une certaine notoriété. Là, dans le moment, on parle de cet affrontement contre Vitaly Klitschko, le plus grand des deux Klitschko. Jean-François, qu'est-ce que tu penses de Klitschko, toi? Ben, je connais bien Vladimir pour avoir boxé 2 fois avec lui chez les amateurs. Mais Vitaly est différent. Il est un petit peu plus mécanique, moins talentueux que Vladimir, mais il est quand même dangereux. Mais je crois pas qu'il soit capable de battre Lennox Lewis. Il a la chance parce qu'il cogne dur, mais Lennox a trop d'expérience, trop de boxe pour lui. Bon. Oscar de la Hoya, qui naturellement a remporté une brillante victoire sur Fernando Vargas. Il a obtenu plusieurs votes. Il a été naturellement, écoutez, au niveau de la télévision, c'est un des plus riches qui a amené de l'argent au moulin. Ah oui, Oscar de la Hoya, dès que son nom est à l'affiche, on sait que pour la télé à péage, c'est une mine d'or. C'est le seul boxeur, il faut bien dire, qu'il ne va pas chercher ses acheteurs de télé payante chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Il dépasse complètement tous les autres boxeurs à ce chapitre. Écoute, c'est une vedette rock qui chante très bien espagnol, qui a été en tête du Billboard espagnol l'an passé. Et en plus, faut dire, c'est maintenant. Oui, aussi. Et il faut bien dire, en plus d'être un athlète super talentueux, c'est aussi un beau bonhomme selon certaines femmes. Ta boule de cristal. Voilà qu'il la lance, celle-là. Ta boule de cristal, qu'est-ce que c'est qui va arriver en 2003? Il reste à peu près 30 secondes. Ouais, après ça, c'est la fête au dominant. Écoute, le party va se passer chez les lourds. Lennox Lewis devra se débarrasser de Vitaly Klitschko, peut-être un Mike Tyson et un Vladimir Klitschko. Et c'est ce combat que tous les amateurs de boxe veulent voir. C'est qui l'homme le plus fort sur la planète, le meilleur boxeur chez les lourds? Est-ce que c'est Lennox Lewis ou Vladimir Klitschko, qui lui avait gagné la médaille d'or à Atlanta? Jean-François Bergeron, tu vois ça comment, toi? 2003, qu'est-ce que tu penses qui peut t'arriver à toi ou à n'importe qui dans le monde de la boxe? Moi, je retourne sur le circuit américain Heavyweight Explosion au mois de février. Je pense qu'il y a des beaux combats chez les poids lourds. Bernard en a parlé. Il y a aussi Roy Jones qui monte de poids pour boxer contre John Ruiz. Ça devrait être intéressant. Ça fait longtemps que Jones, les gens veulent qu'il y ait un gros défi. Et là, il y en a un. Jean-François, je vais te souhaiter une très, très bonne année et que tous tes vœux, que tu as toujours été